Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'allégorie de Gygès, le mythe de Gygès, qui est développé par Platon dans la République. Et vous allez voir, ce mythe, il est assez intéressant parce qu'à partir de ça, on va se demander pour quelle raison est-ce que l'on est juste. Est-ce que l'on est juste seulement parce que on craint les conséquences de nos actions, on craint les punitions en fait qu'il pourrait y avoir si l'on est injuste, ou alors est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle on est juste, une sorte de raison intérieure qui nous fait préférer la justice à l'injustice. Aujourd'hui, ça va juste être un petit peu différent des cours précédents. Si vous avez suivi les cours précédents, d'habitude on fait une partie vraiment réflexion et puis ensuite une partie plus rigoureuse avec le cours. Aujourd'hui, on va mêler un petit peu les deux, puisque Platon, il propose de lui-même cette expérience de pensée, et donc on va s'intéresser directement à ce que nous propose Platon. Donc sans plus attendre, c'est parti pour l'allégorie de Gygès. Alors, le philosophe qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc Platon. Platon, c'est pas n'importe qui en quelque sorte, c'est vraiment, je pense, l'un des philosophes les plus connus. Même si on n'a jamais fait de philosophie en général, on a tous plus ou moins entendu parler de Platon. Il fait vraiment partie des philosophes majeurs, avec on va dire peut-être Kant, Aristote, Descartes, enfin vraiment Platon, en gros tout le monde a déjà entendu parler. Et si vous n'avez pas entendu parler, c'est pas grave, puisque aujourd'hui on va voir ce qu'il nous dit de la justice, et ça permettra d'en savoir un petit peu plus sur donc ce fameux Platon. Alors, pour faire un petit peu la biographie de Platon, parce que sans parler nécessairement de Platon, en fait, il a un maître qui est lui aussi assez connu, et puis il a un élève qui est également très très connu. Donc son maître à Platon, c'était Socrate. Socrate, c'est un philosophe dans l'Antiquité grecque. Et Socrate, en quelque sorte, comment dire, on le connaît principalement justement grâce aux écrits de Platon, puisque Platon, comme vous allez le voir, dans ses dialogues, il utilise la personne de Socrate pour assez souvent en fait véhiculer ses idées. Alors parfois c'est un petit peu flou entre ce qu'a dit Socrate véritablement et puis le Socrate qui est interprété à travers finalement la pensée de Platon. Donc parfois la ligne est un petit peu floue, on ne sait pas exactement qui a dit quoi, on ne sait pas si c'est seulement la pensée de Socrate interprétée par Platon ou si c'est véritablement quelque chose qui pourrait correspondre à la pensée de Socrate. Toujours est-il, Socrate, même avant que Platon n'en ait parlé, c'était un philosophe vraiment très très connu dans la Grèce antique. Et donc, Platon, il a été très très inspiré, il a été très très influencé par Socrate, et Platon, il a fondé, lui, une école qui lui est propre, qui s'appelle l'Académie. Donc, le principe dans les écrits de Platon, c'est que généralement, il utilise Socrate pour avoir des discussions avec d'autres philosophes, avec d'autres personnalités de la Grèce antique, et ça permet en fait d'avoir comme ça une sorte d'échange d'idées. Et c'est plutôt intéressant comme format parce que, justement, pour faire la petite histoire, Socrate, lui, il n'a rien écrit. Il ne reste vraiment aucun écrit de Socrate, puisqu'il se refusait à écrire parce qu'il considérait, alors ça on le sait à travers l'interprétation de Platon, mais en tout cas, a priori, Socrate, il n'a rien écrit parce qu'il considérait qu'à partir du moment où on écrit quelque chose, eh bien, on annule toute possibilité de dialogue, toute possibilité justement de demander à son interlocuteur de préciser sa pensée en fait, et tout échange. Donc Socrate, lui, il préférait l'échange, vraiment le dialogue philosophique, plutôt qu'un écrit qui, une fois posé, reste un petit peu mort, un petit peu terne, et ne permet pas véritablement cet échange philosophique. Donc a priori, c'est la raison pour laquelle il ne reste rien, et il n'y a rien comme écrit de Socrate, c'est parce qu'il ne voulait pas écrire. Platon, lui, il déroge un petit peu justement aux enseignements de son maître, puisque Platon, il a écrit beaucoup de choses, mais il a écrit beaucoup de choses sous la forme justement de dialogue. Donc vous voyez, c'est un petit peu un compromis. D'un côté, il a écrit, mais d'un autre, vu qu'il a conservé ce format du dialogue à l'écrit, eh bien ça permet d'avoir un certain échange philosophique, ce qui est plutôt pas mal, et en plus ça se lit plutôt bien, les dialogues de Platon, c'est assez intéressant, et c'est assez vivant, puisque justement il y a différents interlocuteurs qui se rendent l'appareil, et on peut avoir comme ça différents arguments philosophiques qui sont échangés dans les dialogues de Platon. Parfois c'est un petit peu artificiel, sans trop vous mentir, c'est vrai que les contre-arguments qui sont donnés à l'encontre de Socrate sont parfois un peu faibles, et on sent bien que Platon essaye de donner son point de vue plutôt que véritablement d'apporter des contre-arguments, mais parfois c'est vraiment, il y a des contre-arguments qui sont très très solides, et il y a vraiment une tension entre d'un côté le point de vue défendu par Socrate, et de l'autre le point de vue défendu par son adversaire, et c'est notamment
un petit peu ce qui va être le cas aujourd'hui dans cette allégorie de Gigès, dans ce mythe de Gigès, puisque là, les deux points de vue peuvent vraiment se défendre, et vous allez voir que le point de vue qui est défendu par Glaucon, donc Glaucon, c'est le frère de Platon, et il est utilisé dans ce dialogue, dans la République, comme on va le voir, pour développer ce mythe de Gigès. Ok, bon, j'anticipe un petit peu, mais on va développer tout ça plus en détail juste après. Juste pour terminer la petite biographie de Platon, donc Socrate, c'est son maître, Platon, c'est lui-même, et Platon, il a eu un élève, il a eu plus d'un élève, mais en tout cas, il en a eu un qui est particulièrement connu, qui est Aristote. Donc Aristote, un autre grand philosophe de la Grèce antique, ça fait vraiment partie des philosophes majeurs, et à juste titre, il est connu parce que lui aussi a écrit sur beaucoup de sujets, beaucoup de choses philosophiques. Okay, et pour terminer la chronologie, Aristote, lui aussi, il a eu un élève. Alors, ce n'est pas un philosophe, mais il est également très très connu. C'est un personnage très très important dans la Grèce antique. C'est Alexandre le Grand. Pour terminer la petite anecdote, Aristote avait pour mission d'enseigner la tempérance à Alexandre le Grand. Donc, il n'a pas vraiment réussi puisque Alexandre le Grand, c'est un grand empereur, mais a priori, c'était pas non plus un modèle de tempérance. Donc voilà la petite chronologie. En premier, Socrate, qui a eu comme élève Platon, qui a eu comme élève Aristote, et qui a eu comme élève Alexandre le Grand. Donc, l'un des dialogues les plus connus de Platon, c'est la République. La République, c'est vraiment un livre très très important dans les écrits de Platon, et c'est le livre dans lequel il développe en fait sa pensée principalement par rapport aux questions de justice, par rapport aux questions d'éthique, par rapport aux questions de vérité aussi, enfin de la vérité. C'est notamment dans la République qu'il y a la fameuse allégorie de la caverne. Platon, il aime bien fonctionner par allégorie, puisque là, aujourd'hui, on parle de l'allégorie de Gigès, le mythe de Gigès, et il y a donc également le mythe de la caverne, l'allégorie de la caverne, qui concerne là vraiment le domaine de la vérité. On l'étudiera dans un autre cours. Vraiment, là, ce sera un cours exclusivement sur l'allégorie de la caverne, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et c'est quelque chose qui a vraiment influencé toute la philosophie occidentale. D'ailleurs, pour dire à quel point Platon a été influent, il y a un auteur du XXe siècle, Whitehead, qui dit que toute l'histoire de la philosophie, en fait, ce n'est qu'une série de notes en bas de page de Platon. Donc ce que ça veut dire, en fait, c'est que tout ce que l'on a fait depuis Platon, principalement dans la philosophie occidentale, en réalité, c'est juste commenter Platon, parce que c'est Platon qui a tout commencé, et nous, on ne fait que commenter ce que Platon a dit. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est pas complètement faux, parce que c'est vrai que beaucoup de la philosophie, du moins occidentale, répond en quelque sorte à ce que Platon a déjà développé, que ce soit par rapport à la vérité, à la justice ou d'autres domaines. Platon, il a dit beaucoup de choses et il les a dit relativement tôt, ce qui fait que beaucoup d'autres philosophes, en fait, commentent grosso modo Platon. Et donc, dans ce dialogue, dans la République, il prend la parole de Socrate et il dialogue avec différents interlocuteurs qui sont des personnages de la Grèce antique qui ont existé ou qui n'ont pas existé. Et là, en l'occurrence, le passage qui va nous intéresser, il va y avoir deux personnages principaux, Thrasymach. Thrasymach, c'est surtout dans le premier livre de la République, et lui, il développe l'idée qu'il y a un droit du plus fort. Je vais développer juste après, mais Glaucon, lui, il va continuer cet argument, il va poursuivre le développement de Thrasymach, et il va justement utiliser cette allégorie de Gigès. Faut bien faire attention par contre, parce que dans la République, comme je l'ai dit justement, c'est un dialogue avec différents interlocuteurs, et Platon, lui, il prend la parole de Socrate, généralement pour développer ses propres idées, mais parfois, justement, on étudie en fait des choses dans la République qui sont développées par les interlocuteurs de Socrate, et qui ne sont pas nécessairement en fait la pensée de Platon, même généralement c'est pas le cas. Donc vraiment, souvent la pensée de Platon elle est associée à Socrate, et lorsqu'il y a un autre interlocuteur, généralement c'est une pensée qui est opposée, ou qui rentre un petit peu en fait en tension avec la pensée de Socrate. Donc là, aujourd'hui, il faut bien comprendre ça, c'est l'allégorie de Gigès, elle ne correspond pas à la pensée de Platon. En tout cas, c'est une pensée à laquelle Socrate souhaite s'opposer, et donc tout ce que l'on va voir aujourd'hui par rapport à ce que Glaucon il dit par rapport à l'allégorie de Gigès, ça rentre en opposition par rapport à ce que Socrate et donc en fait Platon pensent. Ok, donc il faut bien faire attention, si vous souhaitez utiliser cet argument, ne dites pas que ça correspond à la pensée de Platon, puisque c'est précisément en fait un argument auquel Platon répond par la parole de Socrate. Ok, c'est juste un petit détail, mais c'est important de le préciser. Donc, c'est parti pour notre anneau de Gigès. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ?
Pour résumer un petit peu ce qu'il se passe, alors là c'est plutôt bien parce que dans l'allégorie de la caverne, ça se passe beaucoup plus loin dans le livre, là on est au tout début, donc c'est plutôt simple pour expliquer ce qu'il se passe. Dans le livre 1 de la République, qui est donc ce dialogue vraiment central dans la philosophie de Platon, les faibles, alors c'est... Bon, j'ai une lecture un peu anachronique finalement, parce que c'est vrai que je suis presque trop influencé par Nietzsche, et ce que je dis, si vous connaissez Nietzsche, ça peut vous faire penser à Nietzsche, faut pas y voir non plus trop Nietzsche, puisque justement ça serait anachronique, mais néanmoins, Thrasymach, lui, il a cette idée que la justice, c'est en quelque sorte une invention des faibles, de ceux qui ne sont pas forts, qui ne peuvent pas avoir justement cette puissance en fait naturelle, et les faibles utilisent la justice pour renverser la balance et utilisent justement ce droit, cette justice, pour rabaisser en fait les plus forts et eux, eh bien, par opposition justement s'élever. Et donc Thrasymach a toute cette idée justement que il y a un droit du plus fort qui est naturel, que la justice elle est instituée par les plus faibles pour se défendre en fait par rapport à ceux qui sont justement naturellement forts. Vous voyez, c'est une logique très très simple en quelque sorte. Droit du plus fort, pour contrecarrer ce droit du plus fort, les faibles inventent la justice pour faire croire en fait qu'ils ont une sorte de légitimité que les forts n'ont pas, et donc pour rabaisser encore une fois les plus forts et pour s'élever. D'accord ? Donc voilà, c'est la logique de base, ça qui est développée dans le livre 1 de la République. Socrate s'oppose à cet argument parce que pour lui, on développera un petit peu par rapport à ça dans la suite, mais pour Socrate, la justice c'est quelque chose d'autre. Pour Socrate, on n'est pas simplement juste parce qu'on est faible et que l'on souhaite rabaisser les plus forts. Pour Socrate, la justice, en fait, elle a une sorte de beauté naturelle et on se rapproche de la justice parce qu'elle est désirable en elle-même, non pas parce qu'il y a quelque chose à craindre des punitions, comme on va le voir avec l'argument développé par Glaucon, ou alors pour toute autre raison. Bref, pour Socrate, la justice est désirable par elle-même, et non pas parce que, finalement, l'effort devrait être rabaissé, ou alors pour une autre raison, comme celle développée par Glaucon, parce qu'on craindrait quelque chose. Okay ? Donc, c'est juste petit récapitulatif de là où on en est. Là, on commence le deuxième livre. Socrate a réfuté cette thèse de Thrasymach, et le problème, c'est que les deux frères de Platon, donc Glaucon et Adimante, ils ne sont pas vraiment très très convaincus par l'argument de Socrate, et Glaucon il souhaite un petit peu développer en fait l'argumentation qui a été développée dans le premier livre par Thrasymach. Et donc Glaucon il utilise une allégorie, un mythe, le mythe de Gygès. On ne sait pas véritablement si c'est issu d'une histoire vraie, enfin c'est assez flou l'origine, mais toujours est-il, en tout cas vous allez voir, l'histoire est assez intéressante en elle-même, parce qu'elle permet bien d'illustrer ce problème d'une justice qui se veut pour elle-même, qui est désirable pour elle-même, et d'une justice qui n'existerait en fait que parce que on craint les punitions, pour expliquer ce en quoi consiste finalement cette allégorie de Gygès. Vous allez voir, ça devrait vous faire penser à quelque chose d'autre. Donc Glaucon, il dit, je vais te raconter une histoire, c'est l'histoire d'un berger de Lydie, et ce berger, un jour, il y a de l'orage, et après cet orage, finalement, il trouve un anneau dans une grotte, et cet anneau, il a un pouvoir qui est assez extraordinaire, puisque cet anneau, lorsque le berger le met, et qu'il tourne l'anneau sur son doigt, il devient invisible. Et c'est plutôt cool d'être invisible, a priori, effectivement, lorsque vous êtes invisible, par définition, personne ne vous voit, et donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller vous aventurer, vous pouvez vraiment aller voler, vous pouvez tuer à la limite, puisque justement c'est ce que va faire le berger. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a plus aucune limite, vous ne craignez pas de punition, puisque personne ne peut vous voir, et donc personne ne peut vous prendre la main dans le sac pour ensuite vous punir, vous n'allez pas être jugé pour ce que vous faites, puisque personne ne voit ce que vous faites. Okay ? Donc la situation elle est toute simple, mais elle est assez intéressante, c'est vrai. On s'est tous plus ou moins dit, ok, qu'est-ce que je ferais si j'avais une cape d'invisibilité comme dans Harry Potter, ou alors si j'avais l'anneau justement comme dans Le Seigneur des Anneaux. Soit dit en passant, a priori, Tolkien n'aurait pas été inspiré justement par cette histoire, puisque lui, il aurait été davantage inspiré par des histoires nordiques, et en tout cas, apparemment, il n'aurait pas eu connaissance justement de cet anneau de Gygès, alors que vraiment, effectivement, si vous avez lu ou si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que ça correspond beaucoup à l'anneau de Gollum. Lorsque on met justement l'anneau du Seigneur des Anneaux, on devient invisible lorsque on le met autour du doigt. Bon, a priori, c'est pas lié, mais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Toujours est-il, en tout cas,
vous le mettez, vous devenez invisible, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, Gigès, il a cet anneau, il peut devenir invisible grâce à cet anneau, et qu'est-ce qu'il fait, Gigès? Il décide de faire des plans un petit peu vicieux. Donc, premièrement, il décide d'aller séduire la femme du roi, il décide ensuite de comploter avec elle pour assassiner le roi, et finalement, en fait, il s'empare du pouvoir. Donc, vous voyez, le fameux Gigès, eh bien, il utilise cet anneau à des fins malveillantes, parce qu'il sait que grâce à cet anneau, vu qu'il est invisible, personne ne sait que c'est lui qui commet tous ses méfaits, et il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, plutôt pas mal, a priori, c'est vrai que lorsque vous êtes invisible, personne ne vous voit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pourriez aller dans un centre commercial, voler plein de choses, personne ne vous prendrait, il n'y aurait pas de police, bref. Est-ce que c'est bien? A priori, non, mais par contre, il n'y a pas de punition. Et c'est là tout, justement, c'est là toute la question, et c'est là ce qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui. Bon, sans plus attendre, en tout cas, je vous pose la question, qui est en fait centrale. Pensez-vous que nous agissons justement, seulement en fait parce que nous avons peur des punitions? Est-ce que vous pensez que la justice, voilà, c'est seulement la crainte des punitions? Ou est-ce que vous pensez que dans la justice, il y a quelque chose de supérieur? Et même, justement, si on disposait d'un anneau comme Gigès, si on pouvait le mettre autour du doigt, devenir invisible, eh bien, malgré tout, on ne ferait pas des actes injustes, parce qu'on aurait un principe moral supérieur en nous, un principe de justice, qui nous dit que peu importe si on nous voit, peu importe si on nous voit pas, de toute façon, on sait que c'est injuste, et donc on ne va pas le faire. Est-ce que vous pensez, encore une fois, voilà, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste par rapport à la nature humaine, et vous pensez que l'homme n'agit bien que parce qu'il a peur d'être puni, ou vous pensez que vraiment, peu importe, même si on était sûr de ne pas être pris la main dans le sac, eh bien on agirait quand même de façon juste? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, c'est vraiment tout l'argument de Platon, et c'est là vraiment, à mon sens, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on est juste? Est-ce que l'on est juste parce qu'on a un principe moral intérieur qui nous fait véritablement dire ça, en fait, je ne vais pas le faire, non pas parce que j'ai peur de quelque chose d'extérieur qui va me limiter et qui va en fait me faire du mal. Donc vous voyez, vraiment, Thrasymach et Glaucon, avec cette allégorie de Gigès, ils ont une vision un petit peu, peut-être pas pessimiste, mais en tout cas, ils considèrent que l'homme n'est juste que pour des raisons personnelles, que pour des raisons égoïstes, parce qu'ils considèrent que l'action juste, c'est l'action qui va l'avantager, qui va l'arranger, parce que c'est l'action qui va lui éviter d'être puni. Mais en l'absence de punition, donc en l'absence en fait d'événements négatifs à la suite d'une action injuste, l'homme pourrait faire n'importe quoi, même les pires crimes, parce qu'il n'aurait plus aucun garde-fou, il n'aurait plus aucune limite, il n'aurait pas cette impulsion personnelle et intérieure qui lui fait dire « ça, je ne vais pas le faire », non pas parce que quelqu'un me limite, ou un principe extérieur me limite, comme la loi, ou comme une sorte d'idéal de justice, mais parce que, encore une fois, c'est l'action qui m'avantage, c'est l'action qui est dans mon intérêt. Donc ça, c'est la position voilà, défendue par Thrasymach, et par extension par Glaucon à travers cette allégorie de Gigès. Socrate, lui, il défend une autre idée. Il défend l'idée que la justice, ce n'est pas par intérêt et ce n'est pas par crainte qu'on commet un acte juste, qu'on agit par justice et par morale, par éthique, mais c'est parce que la justice, c'est la chose bonne à faire, et la chose bonne est désirable. Il utilise parfois justement cette équivalence en quelque sorte entre une belle action, vous voyez, c'est comme dans le domaine de l'art en quelque sorte. Une belle action, elle est belle en elle-même, parce que parfois, lorsque l'on dit une belle action pour dire une bonne action, il y a cette idée que la belle action est désirable en elle-même et non pas parce que on craint quelque chose d'autre. Donc vous voyez, c'est un petit peu l'idée de Platon. Pour Platon, la justice est désirable, la justice est souhaitable et c'est la justice que l'on doit rechercher, non pour des raisons en fait qui vont nous restreindre et qui vont nous limiter dans l'éventualité où on ne serait pas juste, mais parce que c'est véritablement la chose juste que l'on doit faire. On pourrait, ça serait complètement anachronique, hein, mais il y a presque cette idée que l'on retrouvera ensuite chez Kant. Chez Kant, comme on l'a vu déjà dans le cours précédent, on ne commet pas une action morale parce qu'il y a un intérêt personnel, on commet une action morale parce que un point c'est tout, c'est notre devoir d'être moral. Bon, là c'est pas exactement la même chose chez Platon, parce que, encore une fois, ça serait complètement anachronique, puisqu'il y a 2000 ans qui les séparent, même plus. Mais en tout cas, voilà, pour Platon, par la parole de Socrate, on n'est pas juste parce qu'on craint la justice, et on n'est pas juste parce que
la justice nous permettrait d'abaisser le plus fort et d'élever le plus faible. Pour Platon, la justice est désirable en elle-même. Donc vous voyez, bon après, peut-être que Platon il est peut-être un peu naïf, et encore, ce serait justement, dites-moi dans les commentaires si vous considérez que la position la plus juste, ce serait davantage celle de Thrasymach et de Glaucon par extension, qui considèrent que en possédant cet anneau justement, même l'homme le plus vertueux, eh bien il choisirait l'action mauvaise, parce qu'il n'aurait pas peur d'être puni, ou alors vous êtes plutôt du côté de Socrate et donc de Platon, qui considère que l'homme vertueux, s'il est véritablement vertueux, et s'il ne fait pas seulement semblant en fait d'être vertueux pour s'arranger, l'homme vertueux, lui, il choisirait la vertu, même en l'absence de toute punition. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a une police, ce n'est pas parce qu'il y a un système judiciaire qui va vous punir que l'homme vertueux est vertueux. Pour Platon, l'homme vertueux est vertueux quoi qu'il arrive, même en possédant la cape d'invisibilité, même en possédant l'anneau de Tolkien. Bref, peu importe en tout cas, l'homme vertueux sera vertueux par vertu et non pas par crainte des conséquences. Et c'est vraiment une opposition fondamentale, voilà, encore une fois, entre une vision un petit peu pessimiste peut-être de l'humanité qui considère que on est vertueux seulement par intérêt personnel, par égoïsme, parce qu'on a des instincts qui nous poussent en fait à nous avantager soi-même, et justement c'est tout ce qui est développé par Thrasymach dans le premier livre de la République, c'est que l'injustice est en quelque sorte toujours avantageuse, et que l'acte juste, ça va nous limiter, parce que justement ça limite le plus fort dans son action, ça évite que le plus fort fasse tout ce qu'il veuille, et vu que ça limite le plus fort, eh bien ça rehausse en fait le plus faible, qui lui ne pouvait pas faire tout ce que le plus fort faisait, et encore une fois, une lecture un peu nietzschéenne dirait que le plus faible fait en quelque sorte de nécessité vertu, et vu que le plus faible de toute façon ne pouvait pas faire tout ce que le plus fort faisait, il fait croire en quelque sorte que c'est par vertu qu'il le fait. Toujours est-il, voilà, peut-être qu'en tout cas la justice, elle n'est là que pour limiter les actions du plus fort, et pour rehausser le plus faible, pour faire en sorte que le plus faible ne soit pas écrasé par le plus fort, et comme ça permet un petit peu de niveler tout ça. Et Platon, lui, il considère que non, ce n'est pas du tout pour ça que on est juste, c'est parce que véritablement, il y a un principe de justice qui existe dans le monde des idées, une sorte de justice parfaite, et le but, l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible, non pas d'exemples de justice, mais véritablement de comprendre ce que c'est que la justice véritable, et ça, dans tous les dialogues de Platon, hein, c'est l'objectif. L'objectif de Platon, ce n'est pas de trouver des exemples particuliers de certaines choses, par exemple de la beauté, par exemple de la vérité, de la justice. Encore une fois, Platon, et ça on le verra davantage avec le mythe de la caverne, pour Platon, l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible du monde des idées, de la vérité, et donc de s'écarter de notre vision appauvrie de la réalité, qui est en fait présente dans le monde physique. On fait l'expérience du monde physique tous les jours. Et dans ce monde physique, encore une fois, c'est une version appauvrie du monde des idées. Dans le monde des idées, les choses sont parfaites, alors que dans le monde physique, dans lequel on vit, eh bien les choses sont imparfaites, c'est simplement une imitation de ce qui se trouve dans le monde des idées. Ok, et donc Platon dit, en fait, la justice, les exemples de choses justes, ils existent parce qu'ils imitent une justice parfaite qui se situe dans le monde des idées, une forme de la justice qui correspond à la justice parfaite. Et pour Platon, c'est ça l'objectif, c'est d'essayer de comprendre cette justice parfaite pour justement devenir juste en fait. Et pas simplement, vous voyez, c'est vraiment deux visions complètement différentes. Platon considère que la justice parfaite, elle existe dans le monde des idées et qu'il faut s'en rapprocher en essayant de la comprendre, alors que une vision beaucoup plus pessimiste, enfin, pas exactement le terme, mais en tout cas, la vision défendue par Thrasymach considère que la justice, c'est vraiment un rapport de force en fait entre les faibles, le fort, et que c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Mais c'est pas pour rien justement que lorsque Nietzsche critique la morale judéo-chrétienne dans la généalogie de la morale, justement, il en trace les racines jusqu'à Platon, puisqu'en quelque sorte, on pourrait interpréter le christianisme comme une version un petit peu platonisée du judaïsme, et on retrouve un petit peu les mêmes concepts avec, par exemple, le paradis. On pourrait associer ça à une sorte de monde des idées qui est développé par Platon. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans tout ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas pour rien non plus que l'un des adversaires principaux de Nietzsche, c'est justement Platon, et dans la morale,
la morale judéo-chrétienne, puisque les deux, en fait, partagent pas mal de concepts. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. En tout cas, c'est pas pour rien que lorsque Nietzsche critique les idées de Platon, eh bien, par extension, il critique les idées qui sont développées par la morale chrétienne, puisqu'on a pas mal d'idées qui sont communes. Alors, une petite citation de Platon qui est plutôt intéressante et qui a été reprise, notamment, justement, elle a été reprise par Albert Camus dans L'Homme révolté. De mémoire, en plus, je crois qu'Albert Camus ne dit pas, en gros, il paraphrase Platon, mais il ne cite pas Platon, alors que, bon, cette citation, a priori, elle est de Platon. L'idée, c'est que il vaut mieux subir l'injustice plutôt que de la commettre. Et ça, c'est vraiment très très intéressant, puisqu'encore une fois, c'est une conception qui va cliver deux visions du monde complètement différentes. D'un côté, on a en quelque sorte la vision, une vision un peu forte, enfin en tout cas qui met en avant justement tous les forts qui sont présentés par Thrasymach dans le premier livre de la République. Et les forts, justement, eux, a priori, ils préfèrent commettre les injustices plutôt que de les subir. Puisque c'est vrai que spontanément, on peut se dire que c'est pas terrible de subir une injustice, personne n'a envie d'être victime d'une injustice, puisque lorsque vous êtes victime, eh bien, c'est que vous êtes lésé, et donc, par définition, justement, vous vous portez un petit peu mal. Lorsque vous êtes victime d'une injustice, vous êtes victime. Donc, on pourrait dire que Thrasymach défend l'idée selon laquelle il vaut mieux être le fort, il vaut mieux même commettre l'injustice, plutôt que d'être une victime et de subir l'injustice. Donc ça, c'est une première vision des choses. Mais Socrate, donc Platon, lui, c'est pas ce qu'il dit. Platon et Socrate, ils disent que, au contraire, en fait, non, même si ça peut paraître logique, effectivement, de dire qu'il vaut mieux commettre l'injustice plutôt que de la subir, Platon et Socrate, ils disent non, c'est l'inverse. Il vaut mieux subir l'injustice plutôt que de la commettre. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que, bon, ce ne sont pas des idiots, a priori, donc il y a bien une raison pour laquelle ils disent ça. En fait, ils disent ça parce que on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au monde des idées et à la justice parfaite. Parce que lorsque vous subissez une injustice, finalement, pour Platon, votre âme n'est pas entachée par l'acte injuste. Vous voyez? Lorsque vous subissez une injustice, bon, effectivement, votre corps est affecté, vous pouvez être affecté mentalement d'une certaine façon, mais c'est beaucoup moins grave parce que si c'est vous qui commettez cette injustice, eh bien, votre âme est entachée, en fait, par l'acte injuste. Et ça, justement, c'est une tâche un petit peu indélébile, si vous voulez. Lorsque vous subissez une injustice, au bout d'un certain temps, votre âme va se laver, votre âme va être purifiée, votre âme va se dégager de l'injustice que vous avez subie, puisque justement, vous êtes une victime. Et tant que vous êtes une victime, vous n'avez pas en quelque sorte gravé l'injustice en vous. Alors que commettre l'injustice, c'est beaucoup plus grave pour Platon et pour Socrate. Je vais juste dire pour Socrate, puisque sinon, pour Platon, pardon, parce qu'à chaque fois je vais devoir dire les deux. Donc, même si Platon prend la parole de Socrate, on considère que c'est la pensée de Platon. Donc, je vais juste dire Platon pour la suite, mais comprenez bien que dans le dialogue, en tout cas, c'est Socrate qui défend ses idées. Bref. Donc, pour Platon, c'est beaucoup plus grave de commettre l'injustice parce que l'injustice que l'on commet, eh bien, elle change fondamentalement en fait notre caractère, elle change fondamentalement notre forme d'une certaine manière en nous déformant vers un caractère injuste. Alors que celui qui ne fait que la subir, c'est beaucoup plus superficiel, c'est beaucoup moins grave en fait. L'injustice qui va être subie va, encore une fois, va facilement être écartée, alors que l'injustice que l'on commet, elle fait véritablement partie de notre caractère, elle est inscrite dans notre âme, d'une façon pour l'éternité en fait, en quelque sorte, et ça c'est beaucoup plus grave. Vous voyez l'idée? Donc même, effectivement, si temporairement, c'est jamais très très satisfaisant, c'est jamais très très sympa, effectivement, d'être victime d'une injustice, que peu importe l'injustice. Mais néanmoins, c'est beaucoup moins grave. Ok, vous comprenez bien l'idée? L'injustice que l'on subit, c'est toujours quelque chose de superficiel par rapport à notre caractère, alors que l'injustice que l'on commet entache et salit durablement notre âme et donc notre personne. Et ça, c'est beaucoup plus grave pour Platon. Donc c'est vraiment fondamental. Et voilà, et tout ça pour dire, puisque j'avais parlé de ça tout au début,
Albert Camus reprend cet argument justement dans L'homme révolté pour dire voilà, qu'il vaut mieux, en quelque sorte, c'est pas exactement l'idée, mais on pourrait presque le comprendre comme ça, il vaut mieux tendre l'autre joue et accepter l'injustice plutôt que de soi-même commettre l'injustice et finalement de commettre l'irréparable. Mais vous voyez, ce qui est assez intéressant n'empêche dans les dialogues de Platon justement, c'est que c'est précisément un dialogue et on a des arguments qui s'affrontent. Et là, c'est vrai que les arguments développés par Thrasymach et par Glaucon se tiennent. Finalement, c'est vrai qu'on pourrait tout à fait défendre le point de vue développé par Thrasymach et Glaucon plutôt que celui développé par Socrate. Et ça, c'est assez intéressant puisque justement, ça conserve bien ce que souhaitait conserver Socrate par le dialogue, puisque le dialogue, c'est un échange, et on peut essayer comme ça de parvenir à la vérité en faisant un combat d'arguments. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est assez intéressant et c'est assez propre justement au dialogue. C'est assez difficile de le faire. C'est plus difficile de le faire dans un essai, où dans un essai, vous avez tous vos arguments qui sont à la suite, et il y a moins de place à l'opposition. Alors que là, c'est vraiment le cas, puisque justement, l'opposition est même personnifiée par des personnages, donc c'est assez vivant, c'est plutôt sympa, moi je trouve, à lire Platon. Nietzsche, c'est un lyrique anti-religion, mais sur le fond, il est subvertif, mais ses idées sont discutables. Nietzsche, après, c'est assez subtil, hein, parce que, justement, bon, c'est vrai que concrètement, c'est pas un fan du christianisme, hein, mais faut pas non plus avoir une lecture trop rapide de Nietzsche, et voir en lui une critique qui consisterait à dire que le christianisme, c'est complètement nul, et que ça n'a aucun intérêt. Nietzsche, il reconnaît bien justement que c'est un petit peu l'humanité a grandi en quelque sorte, et il reconnaît bien que peut-être à un certain moment l'humanité n'aurait pas pu se passer justement de toutes ces idées, l'idée platonicienne de vérité absolue, l'idée chrétienne de bien, de mal, de paradis, de Dieu qui va permettre de nous récompenser, tout ça. Peut-être que l'humanité n'aurait pas pu s'en passer. Mais néanmoins, ce que Nietzsche dit, c'est que au bout d'un moment, il faut se séparer justement de ces idées, parce que à pousser ces idées trop loin, on risque de tomber justement dans des valeurs qui vont à l'encontre de la volonté de puissance, et pour Nietzsche, à l'encontre de la vie. Après, c'est assez flou finalement ce qu'il dit par la volonté de puissance, on peut y interpréter beaucoup de choses, et justement ça a été interprété aussi bien par des penseurs d'extrême gauche que par des penseurs d'extrême droite, et même par des mouvements vraiment très très discutables. Donc on peut y lire beaucoup de choses dans Nietzsche, mais faut faire attention, voilà, en quelque sorte, à pas avoir une vision trop manichéenne de Nietzsche, qui consisterait à dire que Platon, le judaïsme, le christianisme, c'est mauvais, et tout le reste, finalement, c'est bien. En fait, c'est pas beaucoup plus difficile, mais en tout cas, par contre, il dit bien que l'humanité n'aurait peut-être pas pu se passer de ces idées. Donc voilà, on en a terminé d'une certaine façon avec cet aspect précis de la pensée de Platon, qui concerne donc cette allégorie de Gygès, qui est assez intéressante encore une fois, puisque vraiment on a deux points de vue qui se défendent et qui sont précisément défendables. D'un côté, le point de vue défendu par Thrasymach et par Glaucon, qui considère que la justice, avec un principe un peu plus réaliste peut-être, c'est davantage quelque chose qui nous arrange, et dans la mesure où on pourrait ne pas être pris la main dans le sac, eh bien, on ne serait pas juste. Et puis de l'autre côté, l'argument développé par Socrate et par Platon, qui considère que non, la justice, c'est pas simplement quelque chose qui nous vient de l'extérieur et qui vient limiter notre action, que l'on soit fort ou faible. La justice, c'est quelque chose qui est beau et qui est désirable en soi, parce que ça nous rapproche justement d'une version parfaite de la justice qui est dans le monde des idées, une forme de la justice. Ok ? Donc voilà, ça c'était vraiment aujourd'hui seulement pour cet aspect très très restreint de la pensée de Platon, mais qui à mon sens est assez intéressant, parce qu'on a deux points de vue qui sont encore une fois vraiment très très défendables. Si vous avez des remarques par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme à chaque fois, on passe à une partie un petit peu plus, quiz, avec 10 questions, 5 questions qui concernent vraiment le cours que l'on vient de voir, donc le cours sur l'allégorie de Gygès, et puis 5 questions qui portent sur l'ensemble des vidéos que l'on a vues avant. Donc si vous n'avez pas suivi toutes les vidéos que j'ai pu publier, c'est pas grave, vous pouvez les faire un petit peu comme une sorte de quiz philosophique, culture générale, c'est vous qui voyez,
Si vous avez vraiment envie de répondre aux questions, je vous invite à mettre sur pause pour prendre le temps de bien réfléchir et d'essayer de répondre correctement, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, en tout cas, je vous invite à faire cette partie parce que ça permet de vérifier qu'on a bien tout compris. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la partie quiz. Première question. Dans quelle œuvre de Platon trouve-t-on le mythe de l'anneau de Gygès? La République, le Banquet, le Sophiste ou le Phédon? Donc, question suivante. Donc, deuxième question. Quel est le pouvoir conféré par l'anneau de Gygès? Contrôler les esprits, voyager dans le temps, rendre invisible, lire dans les pensées. Effectivement, c'est rendre invisible. Donc c'est tout le principe. Finalement, on aurait pu aussi avoir un petit peu le même résultat avec contrôler les esprits. Si on contrôle les esprits pour contrôler les policiers, bon ben on évite les punitions. Voyager dans le temps, on aurait pu aussi. En voyageant dans le temps, on peut revenir pour faire l'acte et ensuite revenir en arrière. Puis lire dans les pensées, par contre, ça paraît plus difficile. Comment Platon utilise-t-il le mythe de l'anneau de Gygès pour traiter de la justice? Pour critiquer la philosophie de Socrate, pour examiner la nature humaine et les motivations pour agir justement, pour démontrer l'importance de la démocratie, ou pour promouvoir l'égalité des sexes. Donc oui, c'est pour examiner la nature humaine et les motivations pour agir justement. Selon Platon, quelle est la raison pour laquelle les individus agissent justement? Par respect pour la justice elle-même, pour atteindre le bonheur matériel, par crainte des conséquences ou pour gagner la reconnaissance des autres? Effectivement. Par respect pour la justice elle-même. Donc il y avait un petit piège, effectivement, par crainte des conséquences. Ça, c'est le frère de Platon, c'est Glaucon qui dit ça, par le biais du mythe de Gygès. Mais c'est pas Platon qui pense ça. Compte double. Quelle est l'importance de la vertu et de l'éducation dans la pensée de Platon? C'est vrai que j'ai pas particulièrement insisté là-dessus, mais finalement vous pouvez le déduire de tout ce que l'on a dit. Effectivement, elles sont essentielles pour former des individus justes. À la limite, le rouge pourrait se défendre un tout petit peu, puisque on le développera bien plus dans un autre cours, mais Platon, il a une vision très très aristocratique des choses, et pour lui, en fait, ceux qui doivent diriger la cité, ce sont les philosophes rois, parce que justement, ce sont eux qui savent ce que c'est que la justice. Et n'importe qui ne peut pas... Platon n'est pas du tout pour une vision démocratique des choses, en fait, pour le dire simplement, mais on le verra beaucoup plus par la suite. Quelle est la distinction entre différents types de plaisirs selon Mill? Donc ça, c'est une question qui concerne les cours précédents. Si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave, hein, vous pouvez essayer d'y répondre. Ouh, c'était très très vite, ok. Donc effectivement, ce sont les plaisirs supérieurs et les plaisirs inférieurs. Vous avez bien suivi les cours précédents. Quel est le rôle du contrat social dans la pensée de Locke? Encourager la coopération internationale, établir une monarchie absolue, protéger les droits naturels des individus ou promouvoir l'égalité économique. Effectivement, c'est protéger les droits naturels des individus. Pour Locke, c'est vraiment ça qui est central. Puisqu'encore une fois, ces droits naturels, ils ne sont pas donnés par le gouvernement ou par un monarque, ils sont donnés par Dieu, et donc le gouvernement, le monarque, est toujours assujetti à Dieu. Vous voyez, c'est toujours le divin qui est en premier, le gouvernement et ensuite les sujets. Selon Kant, comment peut-on déterminer si une action est moralement juste? En vérifiant qu'elle correspond à la loi, en vérifiant si elle peut être universalisée sans contradiction, en évaluant les conséquences de l'action, en mesurant le bonheur produit par l'action. En vérifiant effectivement si elle peut être universalisée sans contradiction, c'est tout le principe de Kant avec cette première version de l'impératif. Cette deuxième... Première ou deuxième? Attendez. Première... Oui, avec cette première version de l'impératif catégorique qui consiste à universaliser la maxime de l'action pour voir justement si elle est compatible avec le résultat. Oui, effectivement, les anciennes questions, c'est les mêmes. Hein. C'est juste pour vérifier que finalement, vous avez bien compris les cours précédents. Mais là, à la limite, bon, on a vu que quelques cours. Mais vous verrez, quand on en sera à la 50e séance, c'est plus difficile de se souvenir justement de ce que l'on a vu au tout début de l'année. Donc, vous verrez, si vous êtes fidèle jusque-là, c'est des bons. Déjà, ça peut ne pas être facile, mais ça sera encore plus difficile par la suite. Donc, si vous avez bien pour le moment, super.
mais vous allez voir, ça va se corser. Le rouge, je l'avais mis, soit dit en passant, parce que c'est assez intéressant. Eichmann, vous savez, le haut dirigeant nazi, lors de son procès à Jérusalem en 1962, de mémoire, il a un peu choqué tout le monde, puisque justement, il était justement accusé de tous les crimes de guerre qui lui étaient attribués. Et pour se défendre, Eichmann, il a utilisé la morale kantienne, en disant « Bah moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous m'accusez en fait d'avoir fait tout ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement suivi mon devoir. J'ai fait ce que l'on me demandait. » Et donc, Eichmann, déjà, personne ne s'attendait à ce qu'il cite Kant, pardon. Et deuxièmement, visiblement, il n'avait pas très très bien compris Kant, puisque le devoir qui est demandé par Kant, c'est pas le devoir légal, c'est le devoir qui peut correspondre justement aux maximes de l'impératif catégorique, aux impératifs catégoriques. Ce dont parle Kant, c'est pas la loi, c'est pas ce qui est légal ou ce qui est illégal. Ce dont parle Kant, c'est la justice, c'est un principe supérieur. Quel est le but du contrat social selon Hobbes ? Promouvoir la liberté individuelle, assurer l'égalité des chances pour tous, renoncer à certaines libertés pour garantir la sécurité, ou établir une démocratie participative. Renoncer à certaines libertés pour garantir la sécurité. Pour Hobbes, c'est vraiment la sécurité le but ultime, et tout doit être fait pour préserver cette sécurité et ne pas tomber dans la guerre civile et la violence et l'anarchie. Dernière question. Qu'est-ce que l'impératif catégorique selon Kant ? Une maxime guidée par les conséquences, un principe moral basé sur l'universalité, une règle éthique fondée sur le bonheur, un commandement absolu basé sur l'intuition. Très bien, effectivement, vous avez bien compris Kant. Eh bien, c'est un principe moral basé sur l'universalité. On retombe sur la première version de l'impératif catégorique, mais c'est tout à fait ça, c'est très bien. Ok ? Bon, donc on en a terminé avec ce petit cours, avec cette petite vidéo sur l'allégorie de Gigès. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que vous aurez pu, comme ça, vous poser des questions par rapport au but, par rapport aux raisons pour lesquelles on est juste. Est-ce que l'on est juste seulement parce qu'on a peur des punitions, ou est-ce que l'on est juste parce qu'il y a une raison intérieure, parce qu'on est juste, parce que c'est la chose bonne à faire, parce que la justice est désirable en elle-même. C'était donc toute la question d'aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous intéresser, encore une fois. Donc voilà, on se dit à un prochain cours. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.